Bonsoir Luc Brunswig. Bienvenue, Bonsoir Nemo Brunswig. donc bienvenue sur la Warriors Army Corp. Merci d'avoir accepté de venir te présenter à nous. Bonsoir. Mais écoute, c'est un plaisir. Alors, ce que je propose, c'est que tu te présentes et que tu nous expliques ce que tu fais dans la vie. Alors, je m'appelle Luc Brunswig, je vais avoir 54 ans en septembre. Ça fait 31 ans que je suis scénariste de bande dessinée. Ça a toujours été mon rêve de faire de la bande dessinée, pas forcément d'être scénariste. Ça, c'est quelque chose que j'ai compris un petit peu plus tard. Mais en tout cas, faire de la bande dessinée, c'est mon rêve depuis que j'ai 8 ans. Je peux expliquer pourquoi si tu veux. Vas-y, vas-y. J'aime bien cette anecdote. Raconte-la. J'allais te le proposer en plus. D'accord. Bon, en fait, quand j'avais 8 ans, mon frère Yves, qui en avait 6, et moi, un après-midi, on regardait un dessin animé qui s'appelait Plus que l'extraterrestre. Dessin animé qui est passé à la télévision une seule fois, je crois, qui est disponible sur YouTube pour ceux qui aiment les archives. Et donc, on regarde ce dessin animé qui racontait l'histoire d'un petit extraterrestre avec des yeux en losange et qui avait des tiroirs dans le corps avec plein d'outils, d'instruments, des choses qu'il utilisait pour vivre ses aventures. Et le lendemain, mon frère, donc, qui avait 6 ans, hein, je le rappelle, a pris un cahier d'écolier et il a commencé à raconter les aventures de Takor l'extraterrestre qui avait des yeux en losange, des tiroirs à la place, enfin dans le ventre, avec plein d'outils à l'intérieur. Et en fait, ce qui n'aurait pu être qu'une lubie de, ouais, on va dire, quelques jours, voire 1 ou 2 semaines, en fait, il a réalisé jusqu'à ses 10 11 ans 40 aventures de Takor l'extraterrestre dans des cahiers d'écoliers. Et ces cahiers d'écoliers les emmenait à l'école. Il les faisait lire à ses copains. Et il y a certains de ses copains qui ont trouvé ça génial et qui en fait sont venus à la maison travailler avec lui sur des bandes dessinées. Et puis comme moi je ne savais pas quoi faire de mon temps libre, eh ben, j'ai fait comme eux. Alors ce qu'il y avait d'ennuyeux, c'est qu'en fait il y avait 5 copains à la maison et sur les 5 copains à la maison, il y en avait 5 qui dessinaient déjà mieux que moi. Sauf qu'au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'étais le mec qui donne des idées à tout le monde, qui raconte des histoires, qui arrive à les mettre en forme. Et donc, je me suis dit que peut-être que mon talent, c'était d'être scénariste plus que dessinateur. Voilà. Ah oui, c'est exactement moi. Il y a quelqu'un qui se reconnaît dans le chat. Qui se reconnaît dans le chat, c'est-à-dire. Bah, Et mon, il y a... mon frère est là. Non, il y a quelqu'un qui est arrivé sur le serveur et qui a dit qu'elle pouvait proposer des histoires, mais comme elle sait pas dessiner, elle Ah, cherchait un d'accord. dessinateur, une dessinatrice. Oui, d'accord. Mais c'est pas un drame hein, de ne pas savoir dessiner. Oui, oui. C'est un métier à part entière, hein. Tout Savoir, à fait. quand on travaille dans la BD, on n'est pas forcément dessinateur. D'ailleurs, il y a des dessinateurs qui essayent de travailler tout seuls, qui Mhm, font le scénario et les dessins, et souvent le tout dessin à est fait. beau, mais pas le scénario. Vous voyez, bah oui, oui, c'est pas parce qu'on sait dessiner qu'on sait raconter une histoire, et c'est pas parce qu'on sait raconter une histoire qu'on sait dessiner. Exactement. Ma BD préférée de toi, c'est Oui, Urban. Je sais pas si tu le ouais, sais. je crois que tu me l'as dit. Je t'ai déjà dit. D'ailleurs, il faudrait que je la Ouais, relise parce que j'ai fait l'erreur de lire le dernier tome en ayant un peu oublié l'histoire, du coup j'ai pas bien saisi la fin. d'accord, très Est-ce que bien. tu C'est bien de peux... l'avouer devant. Oui. Est-ce que tu peux nous la présenter, Bah, nous raconter vite fait? c'est pas l'histoire la plus simple que j'ai écrite. Bah, ça se passe en 2059. Ça parle de la Terre, ou plutôt ce qu'il en reste. En fait, a été entièrement vidée de ses matières premières. Il y a la catastrophe écologique qu'on nous prédit a eu lieu, ce qui fait qu'en fait la Terre est devenue invivable. Allez, il reste quelques kilomètres carrés de terre émergée.
Et du coup, le gouvernement terrestre a décidé de coloniser l'ensemble des planètes et des satellites viables du système solaire pour installer l'humanité. Le problème, c'est qu'ils se sont rendus compte comment dire, en recréant un monde sur ces différentes planètes, ils allaient sacrifier toute une génération. C'est-à-dire qu'on allait avoir des gens qui allaient connaître toute leur vie la construction de cette nouvelle humanité, mais qu'ils n'allaient pas pouvoir en profiter. Donc en fait, les gens sont devenus extrêmement irritables et ils ont dit mais c'est pas possible quoi. On est en train de totalement sacrifier notre génération et on veut quelque chose en échange ou sinon ben, autant mourir tout de suite. Et donc il y a eu d'énormes manifestations et de tout ça sont nées deux choses, c'est-à-dire qu'en fait tout ce que ces gens vont construire, leurs enfants vont en être les héritiers, donc les propriétaires. Et la deuxième chose, c'est qu'ils ont gagné le droit à 15 jours de vacances, c'est-à-dire de liberté totale dans un complexe de loisirs qui s'appelle le Mont Plaisir et qui se trouve sur ce qu'il reste de la Terre, donc les quelques terres émergées encore viables sur la planète. Ils ont lancé une espèce d'appel d'offres pour que quelqu'un crée ce fameux Mont Plaisir qui est une espèce quelque part entre Disneyland et Las Vegas, mais puissance 1000. Et donc, à mon plaisir, c'est la liberté totale. Sauf que c'est une fausse liberté, puisqu'en fait, tout est géré par une intelligence artificielle qui s'appelle Alice, et que Alice, en fait, voit tout le monde en permanence, et qu'elle peut diriger en fait les gens, voire les punir. Et il existe une brigade de policiers qui s'appelle les Urban Interceptors, et il y a le personnage de Zach. Je sais que tu es particulièrement sensible à ce personnage. Euh, Zach, c'est un garçon qui vit dans une ferme, puisqu'en fait, il faut quand même quelques fermes autour de Mon Plaisir, qui sont les endroits qui vont alimenter la ville. Et donc Zach est un de ces fils de fermiers qui vivent autour de Mon Plaisir. Et lui, depuis qu'il est tout petit et qu'il a vu un dessin animé qui s'appelle Overtime, il a envie de devenir flic, en tout cas d'être quelqu'un qui rend la justice. Donc il décide de se rendre à Mon Plaisir et d'intégrer la brigade des Urban Interceptors. Le problème, en fait, c'est qu'il se rend compte c'est une fausse justice. C'est un, en fait, il participe à un jeu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un crime est commis, il y a un Urban Interceptor qui est envoyé aux trousses de la personne qui a commis ce crime. Et dans un temps donné, il doit essayer de capturer la personne. Peu importe s'il arrive ou pas à la capturer, l'important c'est ce qui se passe dans le temps du jeu. Et les gens parient sur est-ce qu'il va réussir à le capturer, est-ce qu'il va pas le capturer, est-ce qu'il va y avoir des morts, est-ce que pendant la capture, comment ça va se passer, enfin bon, tout un ensemble de choses. Donc tout en fait, à mon plaisir, est sujet à jeu, à pari. Et en fait, c'est l'histoire de cet Urban Interceptor qui découvre une justice qui n'en est pas une et qui va se retrouver confronté à un événement qui va faire que lui va vouloir agir comme un vrai flic et ça va complètement bouleverser la ville, quoi. Ça va, j'ai bien raconté? Ouais, T'as bah, reconnu l'histoire? oui, oui, oui. Très très bien même. Le fait de recréer un monde, que les gens créent le monde et c'est leurs enfants qui pourront en profiter plus tard, c'est à peu près ça, hein, que t'avais dit. En gros, c'est. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, voilà, ils recréent. C'est un peu l'histoire des États-Unis, non? Où les Oh gens ils là! sont allés sur une nouvelle terre pour Ouais, refaire leur vie et finalement ils ont ouais. passé toute leur vie à construire le pays et puis c'est les autres générations qui en ont vraiment profité. Voilà, bah, c'est pas totalement faux, sauf qu'il y a un petit mensonge quand même derrière tout ça, c'est-à-dire que il y a plus véritablement de gouvernement, mais il y a d'énormes entreprises qui gèrent la vie de toutes ces personnes. Et en fait, le but, malgré tout, c'est que ces personnes restent à la merci des entreprises qui gèrent la galaxie, quoi. C'est une version très très avancée du capitalisme dans ce qu'il a de pire, quoi.
Ouais, c'est un. En gros, c'est les entreprises qui dirigent le monde. C'est ça. Ouais, c'est un peu le cas aujourd'hui en fait. C'est Oui, ça oui, mais indirectement aujourd'hui. Dans la BD, c'est plus direct. non, non, Nemo, ne dis pas ça, sinon la NSA va Ah, intervenir. on est sur écoute, c'est vrai. Mince. Euh, j'ai l'impression que t'aimes beaucoup l'histoire des États-Unis, non? Tu fais, tu fais pas mal de, enfin, pas mal, ouais, de BD qui se passent aux États-Unis, comme par exemple Le Pouvoir Ouais, des Innocents. mais c'est plus. Ouais, tout à fait. Mais c'est plus pour, comment dire, jeter un regard critique. On dit souvent que ce qui se passe aux États-Unis, c'est ce qui se passera chez nous 10 ou 15 ans plus tard. Et en fait, ben, tu parlais du Pouvoir des Innocents, qui est ma toute première BD. On l'avait situé aux États-Unis parce qu'en fait, il y a d'éléments qu'il y a dans le Pouvoir des Innocents qui n'avaient pas de sens en France quand on l'a créé. On a créé cette BD il y a 30 ans, en 1990. Ouais. Et la France de 1990 était très très éloignée de la réalité américaine, mais on s'est dit on va raconter cette histoire aux États-Unis et ça permettra finalement quelque part de raconter l'avenir de la France à travers ce qui se passe là-bas. Et malheureusement, on s'est pas trop trompé, quoi. Donc, pour prédire l'avenir, faut regarder ce qui se passe aux États-Unis, en gros. Exactement, Ouais. exactement. Bon, aujourd'hui, il faut regarder aussi ce qui se passe en Chine, quoi. Ah ouais? Tu penses? Ah bah complètement, ouais. Ouais, ouais. Sauf que c'est plus difficile de voir ce qui se passe en Chine parce que c'est très fermé, quoi. Ah bah oui. C'est C'est. beaucoup moins ouvert. Puis c'est difficile de se passionner pour la Chine parce qu'effectivement, ils ont un côté très. Comment dire, justement, on veut pas trop qu'on nous regarde, quoi. Ça, Alors c'est que les clair. États-Unis, au contraire, ce qu'on appelle le soft power, c'est-à-dire que tout ce qui est culturel, tout ce qui vient d'Hollywood, raconte une Amérique qui est fantasmée, qui est pas véritablement l'Amérique. Parce que souvent, les dénonciations sociales que font les films hollywoodiens n'ont pas de réalité dans l'existence. Enfin, gouver- gouvernementalement parlant, c'est pas des choses forcément qui ont du sens, quoi. Ou qui sont prises en compte. Je sais pas si je suis très clair, hein. Si tu as besoin de Ouais, c'est précision, un tu peu n'hésites pas à me compliqué, le mais. dire. Non, ce que je veux dire, c'est que en fait, les films donnent l'impression que les États-Unis, c'est un pays très ouvert, parce que souvent, ils dénoncent des scandales. Mais la vraie Amérique, c'est l'Amérique des scandales, justement. C'est pas l'Amérique très ouverte qui dénonce des choses. C'est une Amérique fermée qui essaye d'exploiter les gens, quoi. C'est beau. C'est beau. Ouais. Il y a Mana qui te demande c'est quoi ton plus Ouais. gros projet depuis que tu as commencé ton métier? Bah, c'est le pouvoir des innocents. On est en train de terminer un projet. Alors donc on l'a commencé il y a 30 ans. Ça fait 30 ans qu'on bosse dessus. Et c'est un projet de série en 3 cycles de 5 tomes. Donc la semaine prochaine sort le 14e volume. Et je suis en train de travailler sur le 15e qui sera le tout dernier de la saga. Et ce qu'il y a Trop bien. d'amusant, c'est qu'on a pensé l'histoire de ce cycle 3 il y a une dizaine d'années. Ouais. Et on avait pensé au fait que des grandes manifestations allaient monter sur Washington. Et, euh, et en fait, ces manifestations qu'on a imaginées il y a 10 ans, ben, elles sont arrivées avec Donald Trump. Alors nous, c'était des manifestations dans le but de venir en aide à une politicienne qui était secouée par un scandale qu'on lui mettait sur le dos alors elle y était pour rien. Ouais. Tout ça pour dire quoi? Oui, Pour voilà, dire que c'était pas le. Vas-y, Les continue. gens montaient sur Washington pour lui venir en aide, et Ouais. c'était pas pour venir en aide au président et rentrer dans le Sénat et Et tout tout casser. casser, donner l'impression que les États-Unis étaient au bord de l'effondrement, quoi. Vous avez quasiment prédit une manif. C'était pas tout à fait la bonne, mais c'était presque ça. Bon, ouais, ouais. Non, mais de toute façon, avec le pouvoir des innocents, c'est assez curieux parce qu'on a prédit pas mal de choses. Par exemple, à la fin du premier cycle, euh, il y a l'éditeur qui m'avait demandé d'écrire un journal.
qui viendrait en complément, un faux journal qui viendra en complément de l'histoire. Et pour ce journal, j'étais en train d'écrire le 11 septembre 2001 un article qui était titré le plus gros attentat ayant jamais eu lieu sur le sol américain. Et là, il y a ta mère, mon cher Misari, qui rentre dans mon bureau et qui me dit écoute, Luc, il faudrait que tu viennes voir, il y a un truc bizarre à la télé. Visiblement, il s'est passé un truc à New York et je comprends pas trop parce que toutes les chaînes elles reprennent les mêmes images et en fait, bon, bah voilà quoi, c'était les attentats du 11 septembre. Et moi, j'étais en train de mon côté de parler d'un attentat. Et le 12 septembre, l'éditeur avait prévu de sortir un dossier de presse qu'on devait envoyer aux journalistes, Ouais. donc le 12 septembre, et qui était titré New York en état de choc. Ah, Voilà, donc t'étais on vraiment en a. avance, quoi. Ouais, ouais, non, mais il s'est passé des choses complètement folles avec le pouvoir des innocents. En fait, ouais, on a prédit plein de trucs. Alors, c'est toujours été des prédictions dans un sens positif, Ouais. mais malheureusement, ça s'est toujours passé de façon négative, quoi. Ça, c'est chiant, ça. Ouais, C'est parti tu d'un dis. bon principe à la base. T'as fait un peu comme les Simpsons et South Park, finalement. C'est Yamana qui a fait la Ouais. remarque en disant The Simpsons. Par rapport aux prédictions, elle veut dire. Oui, oui, voilà. Ouais, ouais, ouais. Ouais, bah écoute, des fois, il suffit de bien comprendre ce qui est en train de se passer dans un pays. Tu peux après imaginer comment ça va évoluer et comment ça va dégénérer. Mais par exemple, quand j'ai envoyé le scénario du dernier tome là, du Pouvoir des Innocents qui sort la semaine prochaine, qu'on avait intitulé Guerre civile, l'éditeur m'a dit, mais tu sais, ça se passera jamais aux États-Unis, quoi. Et en fait, si. C'est bien, et il dit que c'est bien que vous l'imaginiez en fiction, mais ça se passera jamais, c'est pas possible, quoi. Et voilà, 10 ans après qu'on l'ait imaginé, bah, ça s'est passé, quoi. Oh la vache. Eh ben dis donc. Ouais. Sur Twitter, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, il y a toujours quelqu'un pour ressortir une scène de South Park qui dit exactement la même chose. Je crois que je vais faire pareil avec tes BD. Ouais, ouais. Non, mais des choses plus intimes, par exemple, le tome 4 du Pouvoir des Innocents, j'avais une page où il y a justement il y a un personnage qui présente un autre personnage en disant voici Meryl, elle a 22 ans et elle suit des études pour devenir assistante sociale. Et 4 mois après, j'ai rencontré ta mère, qui s'appelait Virginie malheureusement, elle s'appelait pas Meryl, mais elle avait 22 ans et elle suivait des études pour devenir assistante sociale. Et Waouh. là, je dis, voilà qui est plutôt troublant. Et j'ai fait une BD qui s'appelle Lloyd Singer, qui est physiquement et mentalement, c'est ton oncle, donc mon frère Yves. Et je lui imaginais une fiancée était russe et qui s'appelait Zina. Ouais. Et il a épousé une jeune fille qui n'est pas exactement russe, elle est biélorusse. Et elle Ouais. s'appelle pas Zina mais Elena, mais Zina c'est le prénom de sa mère. Oh la vache. Non, je cherche pas à me vanter, non. T'es un devin en fait. Ouais, ouais, ouais. Ouais, il y a eu d'autres trucs, hein. Il y a eu d'autres trucs. Je me souviens d'un mec qui avait dit il faut absolument que les services secrets suivent ce que écrit Luc Brunchic parce que ça finit toujours par se réaliser. Ah ouais, ça se prend là. Il y a Maybe59 qui te demande euh, quel est le projet qui t'a quel est le projet qui t'a pris le plus de temps à faire? Est-ce que c'est encore le pouvoir des innocents Par toujours? le pouvoir. Non, c'est Urban, hein, justement. Ah, En fait, Urban, c'est une histoire que j'ai imaginée quand j'avais 15 ans et que j'ai fini il y a quoi? Il y a 2 semaines? 2 mois maintenant? Enfin, le dernier tome est sorti il y a 2 mois, donc il aura fallu 39 ans pour arriver au bout. bah, faut que je la relise du coup. Faut que ça vaille le coup. Ouais. Non, enfin, Urban, c'est un projet bizarre, puisqu'en fait, il y a eu une première version, enfin, un premier album qui s'appelait Urban Games, qui est sorti en 1999, et qui a jamais eu de suite, parce qu'il y a eu un souci avec le dessinateur qui n'a pas voulu réaliser la suite. Et du coup, ben, il y a eu toute une phase entre 15 ans et... Donc, à 15 ans, c'était en 80.
1983 et 1999, il y a eu toute une phase déjà pour arriver à sortir ce premier bouquin, et ensuite il y a eu toute une autre phase pour réécrire, trouver un autre dessinateur, relancer le projet, convaincre des éditeurs. Enfin, bon, ça a été épique, hein, tellement épique qu'on a dit qu'il y a des gens qui ont décidé d'écrire un bouquin dessus. Ah ouais? Ah ouais. Ouais, il va y avoir certainement un gros making-of d'environ 300 pages sur Urban. Ah d'accord, je savais même pas. Bah là, j'attendais que ce soit officiel pour te le dire, mais bon, voilà, puisqu'on en parle, hein. Ok, tu le dis en live comme ça. Euh, alors, c'est qui? Mana qui te demande comment ça fonctionne les propositions de projet. Comment tu te lances dans un projet? Comment je me lance dans... Bah alors déjà, dans un premier temps, j'écris le projet. Dans un deuxième temps, je cherche un dessinateur pour ce projet, ce qui n'est jamais évident. Il faut que j'arrête d'ennuyer les gens parce qu'ils s'en vont les uns après les autres. Donc voilà. Premier temps, écrire le projet. Ensuite, trouver un dessinateur pour le projet. Alors c'est important de trouver un dessinateur. Il y a une autre solution qui consisterait à écrire le projet, proposer le projet à un éditeur et ensuite à trouver un dessinateur. Mais je suis pas fan de cette solution parce qu'en fait, ça veut dire que tu dois obligatoirement signer chez l'éditeur qui t'a permis de trouver le dessinateur. Ouais. Ce qui est toujours un peu problématique parce qu'en fait, on a quand même une profession qui est pas évidente et la seule solution pour obtenir des prix de planche relativement corrects, c'est de pouvoir mettre les éditeurs en concurrence. Donc, si on propose un projet à un éditeur et donc on est obligé de signer chez lui, ça interdit cette mise en concurrence et ça oblige, enfin, ouais, disons plutôt que ça interdit d'arriver à avoir des bonnes conditions financières pour pouvoir travailler, quoi. Ensuite, une fois qu'on a trouvé le dessinateur, ben, est-ce qu'il faut, alors par exemple, si c'est une série, il faut non seulement donner le synopsis complet du premier tome, mais aussi donner les grandes lignes de tous les tomes de la série. Ouais, faut que tu viennes avec Et toute l'histoire ensuite, en tête en fait. pratiquement, Alors et que je sais ensuite pas si c'est pareil pour les mangaka, mais enfin, je me doute que par exemple le créateur de One Piece, il continue oui, il continue d'enchaîner comme de... ça pour l'argent un peu. Je sais pas si tous ces tomes font partie de son plan, mais ce serait vraiment énorme si c'était le cas. Ouais, non, mais disons que quand le succès te rattrape, Tu fais il y a de dur. la demande des éditeurs pour trouver des suites, et là, c'est pas simple, quoi. Ah ouais, ok. C'est pas simple parce que justement, comme c'était pas prévu au départ, des fois, il faut artificiellement imaginer une suite, et c'est pas la chose la plus heureuse C'est pour ça que la plupart des suites sont puisse pas faire. ouf souvent. Bah, c'est le risque, c'est le gros Ouais, voilà. risque. C'est compliqué de reprendre une suite et qu'elle soit aussi bien. Bah, c'est-à-dire, c'est idéalement, moi, ce que j'aime bien dans mes histoires, c'est de mettre, enfin, de semer des petits cailloux, quoi, de mettre dès le premier tome en place des éléments que tu vas comprendre dans le cinquième tome, par exemple, si c'est une série en 5 tomes. Ouais. Et si on te demande une suite, ben, ces petits cailloux, t'as pas pu les semer, et donc finalement tu repars à blanc, Ah et oui. tu sens qu'il y a une rupture dans l'histoire, quoi. C'est compliqué. Il y a quelqu'un qui te. Asuka qui te demande c'est quoi ta maison d'édition? Bah, j'en ai plusieurs. Là, en ce moment, je travaille pour les éditions Delcourt, Futuropolis et Glénat. T'en avais pas un chez C'est... Bambou? Oh, mais il y a longtemps. Ça, c'était Ah. Lloyd Singer, mais ça fait pratiquement 10 ans que c'est terminé. Non, Ah, non, je suis un peu en là, en retard. ce moment, voilà. Ouais. Bon, en ce moment, oui, il y a Holmes Urban, Le pouvoir des innocents, qui sont chez Futuropolis. Il y a Luminary qui est chez Glénat. Et il y a les frères Rubinstein qui sont chez Delcourt. Ok. Et mon premier éditeur, ça a été Delcourt. Et on est resté fâchés pendant 20 ans. J'ai bossé 10 ans chez Delcourt au tout début de ma carrière. Et puis on est resté brouillé pendant 20 ans.
Et là, on a mis fin à la brouille et je suis retourné bosser chez lui. Et pour la Et je même n'en BD? dirai pas plus. Bah non, 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 non. Bah non, Mais du le coup, t'as dû premier. changer en cours de route la maison d'édition de ta BD? Bah, le pouvoir des innocents, le premier cycle est chez Delcourt et les deux suivants sont chez Futuropolis. Ah, d'accord. Et c'est une histoire compliquée un peu. Il n'y a pas beaucoup de mes histoires de. Enfin, la façon dont j'ai fait les bouquins qui est simple. C'est toujours extraordinairement compliqué, mais c'est assez intense. C'est chouette, mais c'est pas ça. Au moins, ça fait des choses à raconter. Voilà, c'est ça. On peut faire des interviews un peu longues, hein. Il y a toujours quelque chose à dire. Il y a Maybe59 qui te demande, est-ce que ça prend beaucoup d'énergie de faire une BD? C'est énorme. C'est énorme. En plus, toi, tu peux en témoigner parce que, bon, c'est pas toujours. Même si je suis en permanence à la maison, j'ai toujours un peu la tête ailleurs, quoi. Euh, c'est difficile comment dire, de quitter des personnages. Moi, je travaille avec mes personnages quasiment en immersion. Ouais, je pars. Au début, bon, bah, je mets un univers en place, puis ensuite commence à créer tout doucement mes personnages. Et pour créer ces personnages, je m'installe avec eux, on va dire. Et en fait, je les observe, hein. J'attends le moment où j'entends leur voix, où je sais comment ils parlent, je sais comment ils bougent, je sais ce qu'ils font de leur journée. Et voilà, quoi. Il faut quasiment que je fasse ça pour chaque personnage. Je mène plusieurs séries en même temps. Il y a souvent une quinzaine de personnages par histoire. Et donc voilà, ça bouffe. Je sais pas si on peut dire que ça bouffe de l'énergie, mais en tout cas, ça bouffe la tête, quoi. Ouais. Tu passes pour un gros schizophrène là. Gros schizo. Gros schizo. Bon, c'est surtout que c'est pas simple. Des fois, je vois même pas ce qui est autour de moi, quoi. Je suis plongé dans un autre univers, quoi. Je suis passé dans une autre dimension. Mais du coup, pour switcher entre tes séries, parce que du coup tu fais plusieurs séries en même temps, Ouais. donc pour switcher, chaque jour tu travailles sur une BD en particulier, tu fais pas plusieurs BD en même temps, genre Non, le non, bras droit sur un clavier, le bras gauche sur un autre clavier, et tu tapes, tu tapes deux séries en même temps. non, non. Ah Non, mais ok. ce que je fais en fait, c'est je travaille sur des gros morceaux d'histoire et je travaille exclusivement sur le morceau que j'ai choisi, sur lequel j'ai choisi de travailler, mais sur une période, pas sur la période qui est nécessaire à l'écriture de ce morceau, quoi. D'accord. Bon, j'ai des amis scénaristes qui travaillent très 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 rapidement. Moi, je suis un scénariste très très lent. Il y a même eu une étude par un chroniqueur sur le site BDGest où ils ont fait le classement du scénariste le plus rapide et du scénariste le plus lent. Le scénariste le plus rapide, c'est Eric Corbéran, et moi j'étais le plus lent. Ah. Lui sort entre 13 et 15 albums par an, moi j'en sors deux. Voilà, Ouais, mais c'est des bons albums, c'est bien. voilà, c'est ce que Et je me lui, dis, est-ce que c'est de la j'essaie de même m'en qualité, convaincre. celui qui en sort 13 par an? Pas toujours, Voilà. pas toujours. Bon, après, c'est pas la même attention non plus, tu vois. Lui, quand il a bouclé un scénario, il explique à ses dessinateurs il interviendra plus. S'ils veulent changer des choses, c'est à eux de le convaincre qu'il faut changer, et c'est eux qui devront le changer. Et donc, le convaincre que leur solution est la bonne. Moi, enfin, mon kiff quand je travaille, c'est le moment où je passe du temps à échanger avec le dessinateur sur l'univers qu'on veut mettre en place, sur la construction de cet univers, sur les échanges au moment où le dessinateur commence à m'envoyer des choses, les réactions qu'on peut avoir par rapport à ce qu'il envoie, la redirection si c'est complètement à côté de la plaque, ou alors l'enthousiasme à lui transmettre si au contraire il est parfaitement dans ce qu'on voulait voir encore mieux, quoi. Et, euh, et ensuite, bah, s'il y a des choses à changer, moi j'hésite pas, hein, je peux passer du temps. Par exemple, là sur le dernier tome de Luminary, il y a un chapitre, je l'ai écrit 3 fois. Ah ouais.
Ouais, parce que je sentais que les gens étaient pas super enthousiastes et que je pouvais faire mieux. Et en fait, à la troisième version, tout le monde était super content. Et moi aussi, d'ailleurs. C'est le principal. Alors, il y en a plein qui veulent savoir quelles études t'as fait? Est-ce que t'as fait des études spécifiques à la BD? Eh bien, pas du tout. J'ai pas. En fait, le problème en France, c'est qu'on considère que chacun est, comment dire, est un peu propriétaire de ses idées et qu'on peut pas, comment dire, on peut pas créer une école autour du scénario, ce qui est totalement faux. Et donc, en fait, il y a pas de, il y a énormément d'écoles de dessin en France, mais il y a très très peu, voire pas du tout d'écoles sur le scénario. Donc, ce que j'ai fait, moi, c'est quand j'avais 18 ans, j'ai pris les 10 albums que je jugeais être les meilleurs albums que j'avais dans ma bibliothèque, qui étaient enfin, ceux que j'aimais le plus et ceux qui me semblaient être les mieux écrits. Et pendant 3 ans, je les ai décortiqués dans tous les sens, jusqu'à ce que j'arrive à écrire ma propre histoire, qui fut le pouvoir des innocents. Ah ouais, on en revient toujours à cette Mais c'est BD. vraiment voilà. Mais, mais voilà quoi, quand les gens peuvent pas nous donner des outils, ben, faut les créer, il faut se les créer, quoi. C'est C'est bien dit beau ça. ce que je viens de dire. C'est beau, Ouais, ouais. hein. Ouais. C'est Voilà, mais c'est bon. l'idéologie des développeurs en plus, c'est bien. Ouais. Exactement. Mais, comment dire? Ça y est, ma tête est complètement vide. Je sais Ah, plus. bah, si tu veux, j'enchaîne avec une autre question. Voilà, enchaînons avec une autre question. Donc, Maple qui te demande où est-ce que tu puisses tes idées? Ah, ça, Partout. c'est dur comme question. Partout ou nulle part, en fait. Partout et nulle part, hein. Ouais. Bah, je peux dire à la rigueur comment ça se passe. Souvent, j'ai une image assez forte, mais qui n'a pas de contexte. Donc en fait, j'essaye de créer un contexte autour de cette image. Et en fait, à partir du moment où tu commences à créer un contexte autour d'une image, soit ça fait une histoire géniale, soit ça fait pas grand-chose, quoi. Si ça fait pas grand-chose, tu laisses tomber assez vite. Et puis si tu sens que ce contexte a un potentiel, ben, tu commences à creuser. En fait, c'est une forme d'écriture un peu comme circulaire, hein. C'est un peu comme lancer un caillou dans l'eau, ça fait des ronds. Ouais. Ce qui fait qu'en fait, le caillou, ce serait cette vision un peu forte que j'ai eue au démarrage. Et puis, il y a pas mal de ronds qui étoilent autour. Ce qui fait que souvent, en fait, dans mes histoires, c'est que la première vision qui m'a donné envie de l'histoire, elle se retrouve au milieu de l'histoire et pas du tout au début, quoi. Mais c'est le principe justement de ces ronds qui étoilent, c'est-à-dire que le rond, le premier rond, c'est le rond central, quoi. Ouais, je vois. C'est beau. Tu dis que des belles choses ce soir, c'est faux. C'est c'est- c'est magnifique. Mais je ne suis pas exactement le même homme que ton père ce soir, je suis Oui, scénariste. oui, je vois ça. Voilà, et puis je veux pas t'infliger ça tous les jours parce que tu vas croire que le monde est fait de beauté. T'as raison, faut m'endurcir. Ouais, exactement. Alors, il y a Asuka qui voudrait savoir comment ça se passe pour devenir scénariste. Il faut il faut écrire une première histoire, convaincre un dessinateur et ensuite convaincre un éditeur. C'est pas plus compliqué que ça en fait. C'est juste que effectivement le moment dont je parlais tout à l'heure de construction de ses propres outils, ça va demander pas mal de temps, d'autant plus de temps qu'il y a pas d'école pour encadrer ce qu'on est en train de faire, quoi. C'est à toi de juger si ce que tu fais c'est bien ou pas bien. Et c'est super difficile d'avoir du recul quoi, sur ce que tu es en train de faire. Bon, moi, j'ai eu une chance absolument incroyable, c'est que j'ai eu du talent très tôt, quoi. Et je suis un véritable génie. L- LOL. Non, mais c'est bien. Non, Il y en a plein qui le non, disent. en fait, euh, ouais, enfin, bon, ils ont le droit de le penser. Moi, je peux pas leur en vouloir pour ça.
Non, mais enfin bon, c'est vrai que le premier tome du Pouvoir des Innocents a été nominé. Alors, ce qu'il y a de drôle, c'est qu'en général, quand on fait un premier album, les nominations à Angoulême, tu te retrouves il n'y a qu'une seule catégorie pour un premier album qui sort, c'est justement meilleur premier album. Sauf que moi, visiblement, ils n'ont pas dû comprendre que c'était mon premier bouquin, donc je me suis retrouvé directement pour mon premier bouquin dans la catégorie meilleur scénariste de l'année. Voilà. Voilà, voilà, ça c'est fait. Ce qui fait qu'après, effectivement, la profession m'avait un petit peu remarqué, quoi. Assez surpris de me trouver là. Et j'aurais pu avoir un succès foudroyant, mais comme je te disais, je suis lent, donc j'ai pas voulu abandonner ma lenteur, parce qu'il me semblait que c'était pas une très très bonne idée de se précipiter au moment où les gens commençaient à trouver un petit peu de talent. Et souvent, j'ai du talent sur un album, et ensuite il faut que je recrée d'autres outils pour faire un nouvel album, donc ça me prend du temps. Moi, je suis un mec qui connaît pas grand-chose de la vie. Et donc la vie, il faut que je l'imagine. Et pour que je l'imagine, il me faut du temps pour passer, comme je te disais, avec mes personnages, quoi. C'est fou. C'est d'une folie ce soir. Mais du coup, t'as eu un gros coup de pression en fait quand t'as reçu ton prix, non? Ouais, Tu, bah ouais, tu ouais, ouais. commences, Bah t'es tu te là, dis, si t'es tu fais un... nouveau, et on te nomme meilleur scénariste de l'année, tu fais ah, quand même. Non, 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 j'étais nominé. J'étais nominé. J'ai pas eu le prix, hein, quand même pas, Ouais, faut pas exagérer. Mais déjà, le fait d'être nominé, c'est-à-dire que c'est une catégorie où il y a 5 personnes, hein, et puis il y avait les 4 autres, c'était juste. Alors il y en avait 3, c'était juste des grosses bêtes, hein. Il y a un autre qui a un talent de fou, donc ouais, moi j'étais trop content d'être là, quoi. parmi les grands. Je sais pas, ouais, enfin d'être là. Bon. Il y a Maybe59 qui te demande si t'as fait d'autres scénarios que des BD. Alors j'ai pas tant que ça en fait, mais là ça fait quelques années que de temps en temps l'audiovisuel vient me trouver. J'ai écrit des histoires pour des films qui malheureusement pour l'instant n'ont pas été financés parce que le problème du cinéma c'est que il faut trouver des millions alors qu'en BD il faut trouver quelques dizaines de milliers d'euros, quoi. Donc en général, quand un éditeur s'engage par rapport à une bande dessinée, c'est quasiment sûr qu'elle va se faire. Quand un producteur vient te voir pour te demander d'écrire un film, il y a 99% de chances que ça se fasse pas, quoi. C'est pas le même budget. C'est pas le même budget, c'est pas les mêmes temporalités non plus. Il y a C'est-à-dire plus que de par monde. exemple, oui, il y a plus de monde, et puis bon voilà, il y a un producteur avec lequel qui m'a demandé un scénario non, en 2017. Et là, il est réapparu l'année dernière, il a redisparu, puis là, il vient de réapparaître. Enfin bon, c'est une façon de On travailler très s'emmerde. compliquée que je comprends pas très bien, quoi. Et sinon, j'ai adapté Le Pouvoir des Innocents pour une série télé, mais voilà, avec le Covid, ça n'a pas facilité non plus la présentation aux plateformes. Oh, c'est dommage. Bah, écoute, c'est pas encore perdu, mais pour l'instant, c'est Ouais, de loin pas gagné. on croise les doigts. Voilà. Puis il y a aussi La Mémoire dans les poches qui est en train d'être adaptée en série télé, mais là non plus, on sait aucune garantie que ça se fasse, quoi. Il y a Vegeto qui te demande de quelle BD t'es le plus fier. Alors il était pas là au début, donc. Mais je pense qu'on peut facilement deviner laquelle. Mais vas-y, dis-le quand même. Non, 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 c'est pas simple, hein. C'est pas si simple que ça. Ah bon? Ah ok. Le pouvoir des... Tu pensais à quoi, toi? Bah je pensais au Urbain? pouvoir des innocents. Au pouvoir des innocents? Non, non, mais c'est pas forcément le pouvoir des innocents, mais le pouvoir des innocents fait partie des BD dont je suis le plus fier. Il y a pas une BD dont je suis plus fier. Il y a une BD, alors, dont je suis fier d'avoir pu y participer et fier du résultat, parce que généralement, c'est des, comment dire, j'ai travaillé sur une série qui s'appelle 13 Mystery. À partir de, bon, il y a la série 13. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est l'histoire d'un personnage amnésique qui part à la recherche de son passé. C'est
très inspiré par La mémoire dans la peau, qui est un énorme succès éditorial en France depuis 40 ans pratiquement. Et le scénariste qui a créé la série 13 a proposé à des couples scénaristes-dessinateurs de travailler sur des personnages secondaires. Et moi, j'ai eu la chance de travailler sur le personnage de 13 quand il était enfant, quoi. Et ça fait un album dont je suis très fier parce que graphiquement, il est très beau. Je suis très content. Je suis pas souvent content de ce que je fais, mais là, pour le coup, comme c'est une petite histoire et que c'est facile de juger de sa qualité, je suis vraiment très fier de ce qu'on a réussi à faire. Voilà, c'était bien, c'était chouette chez Lorette. Ça y est, je suis parti en live là. C'est le but. Non, là, une dont je suis le plus fier, c'est La mémoire dans les poches, qui parle qui était une façon de parler de mon père et de mon père et de ma mère et des relations que j'ai eues avec eux. Et puis comme mon père est mort avant la naissance de Nemo, c'était une façon pour moi bah, de lui présenter son grand-père de façon un peu plus vivante que simplement par des photos, simple évocation de souvenirs, quoi. Il se retrouvait face à un personnage qui avait des réactions qui pouvaient ressembler à des réactions qu'aurait pu avoir son grand-père. C'était chouette d'avoir cet objet à lui mettre entre les mains. Et d'ailleurs, un temps, ça a été ta BD préférée aussi. Ah oui, possible. Moi, je sais pas, c'est ce que tu avais dit à ta prof de français. Donc, Ouais, je crois que t'as raison. Mais bah oui, bah après j'ai lu Urban et c'est de la SF et ouais. ça veut pas dire que j'aime moins La mémoire dans les poches. C'est Non, non, mais j'ai bien compris. Euh, il y a Mana qui dit que alors si je lis sa phrase littéralement, il y a Misa qui nous a parlé d'une histoire avec Batman, ça en est où? C'est vrai que j'ai pas pu tenir ma langue à ce propos. Alors, ça en est pas très loin pour l'instant, mais c'est signé en tout cas. Ça va se faire. Ah, c'est signé, c'est acté, il va y avoir un Batman écrit par Luc Alors, Brasi. c'est pas. Non, non, c'est pas un Batman, hein. C'est une histoire de Bruce Wayne quand il est adolescent, en fait. T'aimes bien faire les personnages quand ils sont jeunes en fait. Ouais, oui, tout à fait. Mais en fait, pour moi, le plus intéressant, c'est comment dire, de travailler mes personnages pour comprendre pour- pourquoi et comment ils sont devenus ce qu'ils sont. Et bah, souvent, ça se joue, surtout dans le cas de Batman, qui perd ses parents à 10 ans. Et on peut imaginer que tout s'est joué dans les 3-4 ans qui ont suivi, quoi. Ouais, c'est vrai que ça peut être un des passages les plus intéressants. C'est rarement comment dire, j'ai perdu mon mot. Mais en gros, c'est dit vite fait dans la plupart des comics. Enfin, ils zappent dessus avec deux trois cases dessus dans les comics et deux trois scènes dans les films. Donc il y a Ouais, matière à c'est-à-dire. développer, tu penses? Ouais, ouais, ouais. Bah oui, oui. Bon, souvent, c'est-à-dire on pense que Bruce Wayne est devenu Batman quand il avait. C'est une espèce de choix de devenir un justicier quand il a 18-19 ans. Je trouve ça un peu tardif, quoi. Je veux dire, vu la quantité de colère qu'il a en lui après la mort de ses parents, ça me semble quand même un processus un peu long. Et il a dû se passer des choses avant, et c'est ces choses-là que j'ai voulu explorer, quoi. Bah, j'ai Donc hâte de voilà. lire ça en tout cas. Bah écoute, en tout cas, ça va se faire. Ça va se faire. Ça sera un petit peu long parce que le dessinateur qui est Roberto Ricci, là, qui vient de finir Urban, pendant un an, il va travailler sur autre chose, mais après, on attaque ça. Ah, c'est Roberto qui va le dessiner en plus. Oh, ça va être Bon, magnifique. Euh, c'est dans un style différent. Tu vas peut-être pas le reconnaître. Ah, bah ça va être encore plus intéressant. Ouais, ouais. Non, mais de toute façon, il y a toujours ces qualités par rapport au personnage, par rapport à l'expressivité qu'il donne à ses personnages, puis à ses cadrages qui sont absolument géniaux, qui sont absolument incroyables. Sa narration qui est parfaite. Enfin bon,
Roberto, quelle que soit la façon dont il dessine, c'est intéressant. C'est fou. Euh, je voulais aussi que tu nous parles de quelque chose. T'as Ouais, fait quelques reprises, ouais, notamment t'as repris les aventures de Mick Macadam, c'est ça? ouais, T'as repris Bob Moran ouais. et t'as fait bah, du coup un tome de la série 13 Mystery et un tome de Conan. Mhm, mhm, Et là, tu vas faire un tome de Batman, mhm. à peu près. Donc, ce que je voulais te Non, demander, deux. c'est Deux, en fait. comment tu fais pour reprendre des séries comme ça de d'autres scénaristes? Il faut que ça me parle. En fait, c'est. Alors, Mick McAdam, c'est un peu. Comment dire? C'est un peu une tentative, je vais pas dire désespérée, mais c'est la première fois qu'on me demandait de reprendre un personnage qui existait déjà. Malheureusement, j'étais pas du tout lecteur de Mick McAdam. Donc j'ai relu tout ce qui avait été écrit sur Mick McAdam, mais c'est pas forcément un personnage qui me parlait énormément. Et j'ai peut-être pas forcément su, encore qu'il y a des gens qui disent le contraire, qui ont trouvé ça très chouette, mais je pense j'aurais pu faire mieux que ce que j'ai fait. 13 Mystery, 13, je suis lecteur depuis que j'ai 21 ans, donc là, ça me parlait très très fort, et en plus, c'était, comment dire, si je raconte l'histoire que j'ai réalisée, c'est l'histoire d'un père qui est journaliste, très à gauche, dans une Amérique qui est en train de sombrer parce qu'il y a des mouvements d'extrême droite très violents qui apparaissent. Bon, le Ku Klux Klan, pour pas le nommer. Et ce gamin qui est à côté et qui en fait comprend pas l'engagement de son père et qui se retrouve face à un homme qui le voit pas en fait, qui le comprend pas, qui passe trop de temps sur son engagement journalistique et politique. Et pour moi, ça résonnait très fort parce que je trouvais que c'était assez en lien finalement avec ce que je vous faisais vivre à toi et à ta sœur. En étant présent à la maison, très engagé dans mon travail de scénariste. Et du coup, bah, j'avais l'impression comment dire, de pas vous consacrer le temps que vous méritiez, ou en tout cas, je trouvais ça difficile pour vous de comprendre pourquoi j'étais là et pourquoi en même temps je devais travailler et pas passer tout le temps que vous désiriez avec vous, quoi. Alors je sais pas comment toi tu l'as vécu, je sais que Nausicaa l'a beaucoup moins bien vécu que toi, a priori. Bah, parce que moi, je pense que je comprenais mieux qu'elle. Parce que je suis un peu comme toi, en fait. Donc, Ouais, je me posais moins de ouais, questions. c'est ça. Qu'elle, elle Exact. est très sociable, elle a besoin de plus de... comment dire? Besoin de parler, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, d'accord. Et donc voilà, c'était pour t'expliquer pourquoi bah, j'ai souhaité faire ce 13 Mystery. C'était une histoire vraiment qui me touchait de très près, quoi. C'est moi qui ai amené l'histoire, hein, mais je trouvais qu'elle correspondait bien au personnage. Et apparemment, bon, les gens qui ont lu m'ont pas trop démenti, quoi. C'est parfait, alors. Mais Inosuka, elle l'a toujours pas lu, je crois. Donc c'est Voilà. dommage. Nausicaa a toujours rien lu de moi, tu sais. Ah, mais elle a 16 ans, faudrait peut-être qu'elle s'y mette, là. Bon. Ouais, mais bon, je peux pas l'obliger non plus, hein. Euh, Il y a Emma qui te demande si t'as des BD à nous conseiller. Ça peut être les tiennes ou d'autres. Ça va être d'autres, donc. Parce que tu te Ouais, je sais conseilles pas, pas. toi. Bah. Pourquoi elle voulait des BD de moi ou des BD en général? Des BD en général. Toi Ouais, inclus. bah. Moi inclus. Ouais. Non, bah. euh, pour moi, la meilleure BD qui ait jamais été écrite s'appelle
C'est un épisode de Daredevil. Pour ceux qui connaissent le personnage de Daredevil, c'est un personnage de comics, un super-héros aveugle. Il y a une série sur Netflix qui parlait de ce personnage. Et la meilleure BD qui ait jamais été écrite sur Daredevil, c'est Born Again, Daredevil Renaissance en français. Et je crois que ça m'a explosé la tête quand j'ai découvert ça, quoi. C'est-à-dire qu'avant, c'était des personnages qui avaient des personnalités intéressantes hein, dans les comics. C'est ça qui m'a attiré vers les comics. C'est justement le fait que, contrairement à la BD franco-belge avec des Tintins, des Spirou, des Astérix qui ont pas de personnalité, qui ont des psychologies très neutres, les personnages américains, au contraire, c'était des gens qui avaient des familles, qui avaient des professions, qui se retrouvaient face à des dilemmes, qui faisaient des choix, et une fois qu'ils avaient fait des choix, ils devaient assumer les conséquences de ces choix. Et ça y est, je suis en train de me perdre dans ma phrase, dis donc. T'es Et parti pour donc, raconter l'histoire, t'as oublié ce que tu voulais dire à la base. non, 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 ça y est, je viens de retrouver. Et donc ça, c'était des personnages, mais ça restait quand même ce qu'on appelle des super slips, c'est-à-dire c'était des personnages très super-héros avec des costumes et tout ça. Et est arrivé un scénariste qui s'appelle Frank Miller, qui a commencé à écrire les histoires de Daredevil, mais comme si c'était des polars plus que des histoires de super-héros. Et il est arrivé à la quintessence de ce qu'il pouvait proposer avec ce Born Again, où en fait Daredevil, il apparaît que allez, dans les 20 dernières pages. Pendant toute l'histoire, on suit ce qu'on appelle son alter ego, c'est-à-dire l'avocat aveugle Matt Murdock. Et c'est la descente aux enfers de Matt Murdock qui est la victime d'un super vilain qui s'appelle le Caïd. Et le caïd a décidé la perte de ce garçon et donc il détruit sa réputation, sa vie sentimentale. Et en fait, le gars, ça devient une loque. Et puis donc, il y a Renaissance, le mec qui revient à la surface. Et c'est les pages, enfin bon, j'en ai des frissons rien d'en parler. Et j'en ai trois ou quatre versions, souvent en français, en couleur, en noir et blanc, en petit format, en grand format. C'est la seule BD que j'ai en plusieurs versions à la maison. Et le dessin est juste sublime. C'est David Mazzucchelli qui est un des plus grands dessinateurs de l'histoire du comics américain. C'est un mec qui avait fait une espèce de synthèse entre le dessin réaliste, mais le dessin réaliste c'est souvent un peu raide, et un dessin un petit peu plus, comment dire, plus émotionnel, on va dire. Et bon, toutes les pages de Born Again sont à tomber par terre, je les connais toutes par cœur, quoi. Je Voilà, vois. je vais rester là-dessus. Sinon, je vais finir par pleurer. Moi j'ai une BD que j'ai en deux versions différentes. Ouais. C'est ta BD 13 que j'ai Ouais. une version en français et une version en... Je sais plus quelle langue, mais je trouvais que la version deluxe de cette langue-là, Holland. elle était fabuleuse. Il était en hollandais. En hollandais. Donc c'était la version deluxe en hollandais qui était... Hollandais. Ouais, ouais. La version toilée Ouais. verte, là. Pourquoi ils l'ont pas fait en français du Ouais, coup? je sais pas. Leur C'est bizarre demande-le. quand même. Bon, enfin. Non, mais en France, il y a eu une grande version noir et blanc qui était vraiment chouette aussi. Ah, ok. Que je t'ai passé, mais que tu as dû perdre. Euh, je sais pas. Oui, je crois. Je sais pas. Non, moi j'ai la version Bob Allez, Moran de luxe, il me semble. d'accord. Bon, allez, passons à autre chose. Il y avait Jeto qui a oublié le nom de la BD de Daredevil que tu viens de présenter. C'est Daredevil Born Again, c'est ça? Euh, ouais, Renaissance ou Born Again, ça dépend. Elle est pas Oui, il l'a facile. voulu en VO. Si elle doit être trouvable. Elle doit être trouvable chez Panini. Ouais, chez Panini. Je crois que c'est la dernière version. Tiens, je vais regarder. Soyons fous. Ah, tu Daredevil. regardes en live comme ça. Ouais, comme ça, là, comme un fou. Allez, on a internet sous la main, on en profite. Euh, 15. Oh, génial, incroyable. Comment ça? Elle ressort le 15 septembre 2021, mais dans quelle version? C'est chez qui? C'est où? C'est quoi? C'est fou.
Non, c'est bizarre ça. Bon, vas-y, pose-moi des questions dans ce temps-là. Ouais, non, je sais pas ni donc ce sera en français, et voilà. Si il a la patience d'attendre, 15 septembre 2021, chez Panini. Ah bah il a retrouvé le... Il a trouvé un lien de Read Comic Online. Bref, il nous l'a donné quoi. J'avais une question à te poser mais j'ai oublié. Et à un moment on parlait de quoi? Je voulais parler de quelque chose, j'en suis Je sûr, sais mais j'ai plus. complètement... Vite, quelqu'un a une question. Il y a Mana qui a posé une question, mais je pense que c'est un troll, du coup Ici, je je vais pas le suis dire. prêt. Ça n'a rien à voir avec le sujet en plus. Je je fais des super bonnes pattes. Tu fais des pâtes. C'est C'est la vrai que question. t'as une super sauce avec les pâtes. Bah je sais pas, t'as pas une anecdote à nous raconter? Sur... Ah oui, Sois plus comment... précis. Je sais plus si tu l'as raconté tout à l'heure, mais l'anecdote Bah, sur comment l'amour de la BD est né avec les comics. Ah, en fait, quand j'avais 11 ans, c'était il y a fort longtemps, c'était ah non, en 1978. Il passait à la télévision française un dessin animé de Spider-Man, mais d'une laideur absolument totale. C'est le truc le plus moche qui ait jamais été fait, mais qui avait une pêche extraordinaire, quoi. Enfin, c'était un truc qu'on n'avait jamais vu sur les écrans en France. Toi qui veux Et savoir en donc, quelle année c'était? 78. 78, ok. Ouais. Et on regardait ça et on trouvait ça génial sans véritable raison, parce que c'était vraiment très moche, hein, vraiment, vraiment. Et il y a, juste avant les vacances d'été, il y a un copain qui m'a dit, mais tu sais, Spider-Man, c'est pas un personnage de dessin animé, c'est avant tout un personnage de BD. Et si tu veux, je peux t'en prêter. Et en fait, le mec, il avait non seulement des BD avec Spider-Man, mais il en avait avec tous les super-héros Marvel qu'on peut voir aujourd'hui au cinéma. Et donc il m'a passé ça, et je me souviens très bien que j'ai lu ces bouquins pendant tout l'été. Ça m'a, là aussi, hein, ça m'a fracassé la tête. C'est-à-dire qu'avant, je savais que je voulais faire de la bande dessinée. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est ça que je veux faire, quoi. Ça. Moi, je veux écrire des histoires de... Alors, je sais pas si c'était les histoires de super-héros qui me plaisaient le plus, mais ce que je disais tout à l'heure, c'était ces histoires de personnages avec des vraies personnalités, avec des vies, avec des vrais enjeux, avec des professions, avec tout ce qu'on trouvait pas dans la BD jeunesse franco-belge. Moi, ça me passionnait. Enfin, ces personnages qui évoluaient au fur et à mesure de notre lecture, quoi. Enfin, c'était l'esprit série, comme aujourd'hui on peut suivre une série sur Netflix, quoi. Et voilà, je me souviens de la rentrée en sixième, où ma rentrée c'était l'après-midi, et le matin j'avais encore 150 bouquins à lire qui m'avaient prêté, quoi. J'ai dû en lire, pendant l'été j'ai dû en lire 200 ou 300, quoi. Ah ouais, rien que ça. Et j'en avais encore. Ouais, ouais, non, mais c'était la folie. Euh, alors, il y a Mana C'est la qui... folie. Et d'ailleurs, Ok, et vas-y, d'ailleurs, continue. le premier Spider-Man que j'ai acheté, c'était complètement fou. Je veux dire, c'était Spider-Man se faisait tuer sa fiancée par le bouffon vert, quoi. Oui, Et tu te dis, le mais trauma. c'est pas ça en France, mais jamais tu l'as vu, quoi. Tu te retrouves face à un personnage complètement dévasté qui se refusait de tuer des gens, et puis qui a telle colère, un tel esprit de vengeance qu'il est à deux doigts de tuer son pire ennemi, quoi. Enfin bon, enfin, voilà, quoi. Ça n'avait rien à voir avec Tintin qui court partout en Amérique du Sud. Ça n'avait rien à voir avec Astérix qui prend la potion magique. C'était la lutte totale, quoi. Et puis sentiment super fort d'avoir le cœur aussi brisé que le personnage de Spider-Man qui venait de perdre sa fiancée, quoi. T'as pleuré quand t'as lu la BD? Je Quand sais tu... plus, mais c'est possible. C'est Verser possible. la petite larme. Bon, il y a assez peu de bouquins qui m'ont fait pleurer. Celui dont je me souviens le plus, c'est V pour Vendetta d'Alan Moore et David Lloyd.
Ah, il y a quelqu'un qui aurait aimé être là Ou- pour entendre ça. C'est qui? Euh, il s'appelle Osiris et c'est un Anonymous. D'accord. Et il aime beaucoup V pour Vendetta. Ah, ok. Ok. Et donc, quand il y a un chapitre dans V pour Vendetta où justement on comprend le personnage principal, le personnage de V. Moi, pour ceux qui ont vu le film, c'est le passage où il discute il discute à travers un mur avec la fille qui est co-détenue près de chez lui, et la fille lui raconte son histoire sur des petits bouts de papier toilette. Et en fait, on se rend compte que ce qui lui est arrivé à lui, il est en train de le faire revivre à une autre personne parce qu'il a besoin que cette personne comprenne ce qu'il a vécu pour qu'elle reprenne le flambeau et devienne V à sa place, quoi. Et donc, en fait, il est en train de lui faire vivre une horreur absolue pour pouvoir la transformer. Et au moment où tu comprends qu'en fait, tout ce qu'elle a vécu, justement, la connaissance de l'histoire de la fille qui est à côté d'elle, toutes les belles choses qu'elle a lues sur le papier toilette, c'est en fait V qui est en train de lui faire revivre et qu'elle est dans un décor, sauf qu'il l'a torturée pendant des jours et des jours pour qu'elle soit exactement dans les mêmes conditions que lui, ce qu'il a vécu, quoi. Et quand tu réalises jusqu'où le mec il peut aller, quoi, Oh là là, tu pleures, tu pleures, tu pleures. c'est un grand malade. Bah, c'est un grand. Oui, 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 mais en même temps, ils ont besoin d'accomplir de très grandes choses. Ils veulent sauver l'Angleterre, donc Ouais, qui aux mains des fascistes. c'est un mal pour un bien alors. On va dire ça comme ça. Bon. Euh, alors, il y a Mana qui voudrait savoir si tu n'avais pas pu travailler dans la BD, qu'est-ce que tu aurais fait? Hmm. Ça, c'est une question que j'ai jamais eu le temps de me poser vraiment, parce que j'ai signé mon premier contrat. Enfin, je suis devenu scénariste de bande dessinée assez jeune, à 23 ans. Si j'avais pas pu faire de BD, je crois que j'aurais travaillé. Alors, deux, deux choses, soit avec les animaux, parce que Nemo est bien placé pour savoir que j'adore les animaux et que j'ai un super contact avec eux. Tu confirmes? Oui, ça je confirme, oui. Ou avec des enfants handicapés mentaux, parce que j'ai un super contact avec eux aussi. Ah bon, Ouais, mais ça tu le sais moins. ok. Bon, si tu le dis, je te crois. Bon, bah, écoute, crois-moi. Il y a Ingrid qui te demande laquelle de tes BD a le plus Hmm. cartonné en vente? Bah, c'est le 13 Mystery forcément, mais c'est pas grâce à moi, c'est que de toute façon c'est une série qui se vend Ouais. énormément. Donc 13 Mystery, on a vendu 90 000 exemplaires, ce qui est monstrueux. Ah oui. Et après, c'est Holmes et Pouvoir des Innocents. Alors, Pouvoir des Innocents, ça doit être 35 000 et Holmes, ça doit être 40 000. C'est quand même des beaux chiffres. Ouais, c'est des beaux chiffres. C'est des beaux chiffres, sachant qu'aujourd'hui, une BD en moyenne se vend à 1500 exemplaires, quoi. Ah ouais, donc en fait, t'as juste pété le plafond, quoi. Ouais, ouais. Bah, pas surtout, hein. Pas surtout, mais quand même, ouais, ça a toujours été des chiffres qui donnaient envie aux éditeurs de me signer plutôt que de me dire non. Ce qui est important pour faire ce métier pendant 30 ans, quoi. Au moins, on vit bien. Parce que c'est pas que essayer d'écrire des bons scénarios, il faut aussi que ça se vende. Ouais. Du coup, il y a une histoire de com. Bah, ça, c'est à l'éditeur de Ouais, faire ça, non? bah oui, c'est pas à nous de le faire, même si aujourd'hui avec les réseaux sociaux, les éditeurs nous incitent fortement à faire notre propre com.
Ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, on ne sait plus trop à quoi servent les éditeurs, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui que les auteurs maîtrisent, qu'ils ne maîtrisaient pas du tout avant, quoi. Que ce soit un auteur, pratiquement, comment dire, il peut produire une planche publiable, ce qui n'était pas du tout le cas il y a 30 ans, quoi. 30 ans, tu travaillais sur du papier, tu n'avais pas des super scans. Tu... Aujourd'hui, il y a beaucoup d'auteurs qui travaillent directement en numérique et qui peuvent, comment dire, proposer une planche qu'ils ont réalisée en numérique qui peuvent directement envoyer chez l'imprimeur. Alors qu'avant, il y avait tout un système de... Enfin, l'éditeur était amené à faire plusieurs manipulations avant que la planche puisse arriver chez l'imprimeur. C'est un long processus. C'est Enfin, un ça très l'est. long processus. Il y a beaucoup de métiers qui ont disparu justement parce que le processus s'est beaucoup raccourci. Ah mince, c'est pas Oui, cool du coup. ah oui, bah, il y a des métiers qui ont. Bah non, 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 c'est pas cool pour tout le monde, hein. C'est pas cool pour tout le monde. Et avec les progrès aussi des imprimantes, dans un temps assez court, il va être possible de produire l'entièreté d'un bouquin avec une imprimante, quoi. Il n'y aura même plus besoin de passer par un imprimeur. Voilà. On pense même qu'il y a des libraires qui vont pouvoir, comment dire, Imprimer avoir eux-mêmes. une photocopie, imprimer eux-mêmes les bouquins dans l'arrière-salle. Et si tu, au lieu de commander le bouquin, bah, ils pourront te l'imprimer directement. C'est un peu dangereux. C'est un jeu assez dangereux. Ouais. Ouais, je te l'accorde. Je te l'accorde. Mais comme est dangereux le fait de proposer nos bouquins en numérique, quoi. Si jamais il y a un dossier qui nous échappe, il peut passer entre des centaines, des milliers de mains sans qu'on touche quoi que ce soit. Un peu comme un film qui est proposé sur, sur Internet. Alors bon, la bande dessinée, c'est un peu particulier parce que la plupart des lecteurs, ils aiment bien avoir un contact visuel avec la BD, quoi. La BD imprimée et la BD sur écran, c'est pas le même, c'est pas la même chose. Alors qu'un roman, bon, ben, que les lettres soient sur du papier ou sur un écran, ça change pas grand-chose. J'avais vu une question passer, mais je l'ai perdu. Ah si, il y a Mana qui dit Freddie Mercury a dit qu'il était une prostituée musicale, et du coup, toi, qu'est-ce que tu es? Je ne connais pas cette personne, mais déjà, je l'aime pas beaucoup. Qu'est-ce que je suis? Je vais essayer de donner une définition, hein. Il y a un jour, il y a un mec qui m'a dit, mais tout bouge autour de nous. Comment faire pour résister à ça? J'ai dit, ben, la seule chose qui ne doit pas bouger, c'est toi. Et j'essaye d'être ça. Une personne qui est droit dans ses bottes, dans ses envies, et qui essaye de ne pas se faire influencer par tout le mouvement autour de lui. Je ne suis pas en adaptation permanente par rapport à mon environnement. J'essaye de rester focus sur ce que j'ai envie de faire, quoi. Est-ce que ça répond à sa question? Mana, est-ce que ça répond à ta question? Ouais, nickel. Ok. Bah, c'est parfait. Alors, Cool. il y a Ingrid qui pose une question à laquelle tu as déjà répondu tout à l'heure, mais elle n'était pas là. Mais si tu veux Ouais, bien te répéter, je vais te lire ce qu'elle a écrit. ouais, Elle demande, ouais. cette passion, vous l'avez eue petit à petit, ou d'un coup vous avez eu cette idée, ou petit vous aviez déjà eu le temps de faire une histoire, et elle expliquait quoi? J'ai eu 20, non, 18 ans. J'ai commencé des études de publicité et marketing parce qu'il fallait quand même que je fasse quelque chose de ma vie. Parce que être scénariste de bande dessinée, comme je disais, il n'y a pas de formation. Donc il fallait que je fasse des études. Donc j'ai dit à mes parents ce qui me semble, je voulais faire un métier artistique, donc la pub qui était très créative à l'époque, me semblait assez intéressante. Et dans le cadre d'un des cours, il fallait étudier une entreprise. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, puisque je veux faire de la bande dessinée, je vais étudier les éditions Lug qui publient la bande dessinée que j'aime. Et dans leurs locaux, j'ai rencontré Siro Tota, donc le dessinateur de ce fameux photonique. Et j'étais mais comme un fou, quoi. Je veux dire, je faisais des bons.
vraiment des bons, quoi. Je lui sautais littéralement autour. Genre, je cache pas ma joie de te voir, quoi. Waouh. Et lui c'était un garçon très placide. Il avait 27 ans, j'en avais 18, et il me regarde et il me dit, mais pourquoi tu te mets dans cet état, garçon, quoi? Je suis rien. Et je lui dis, mais moi, je voudrais faire du scénario de bande dessinée. Et il me dit, ah, ben ça tombe bien. Photonique, je voudrais uniquement me consacrer au dessin. Et je cherche un scénariste. Si ça te tente, bah écoute, je te laisse ta chance et propose-moi des scénarios pour Photonique. Bon ben Oh, la voilà, chance. je suis rentré chez moi, j'ai dit à mes parents que j'arrêtais mes études. Ils sont devenus un peu blancs, mais bon, ils savaient que c'était ma passion, donc ils n'ont pas refusé non plus. Et pendant un an, j'ai écrit des scénarios pour Photonique, jusqu'au moment où j'ai enfin écrit quelque chose qui semblait à peu près publiable. Et puis on a présenté mon travail au directeur de publication de Siro, et il m'a dit oui, je t'engage, mais voilà, il faut que tu prennes un statut de travailleur indépendant. Ça veut dire que ouais, j'ai pas le droit au chômage, je dois payer mes cotisations sociales sur ce que je gagne. C'est-à-dire que contrairement à un travailleur qui est employé, pour lequel on paye plein d'assurances, de choses comme ça, c'était à moi de payer mes assurances. Et il me dit, et tu seras payé 80 francs la planche. 80 francs, pour ceux qui ne connaissent pas le franc, c'est l'équivalent de 12 euros. C'est une misère, quoi. D'autant qu'effectivement, sur ces 12 euros, il fallait en plus que je paye toutes mes cotisations sociales. Donc il me restait à peu près, sur une planche, il me restait à peu près 6 francs. 6 francs, ça fait même pas un euro. Non, pas 6 francs, 40 francs, donc 6 euros, quoi. Il me restait 6 euros pour vivre. Et j'avais 24 pages par mois, ce qui fait, allez, 24 pages, il faut 4, 24, ça fait 144, je gagnais à peu près 144 euros par mois, quoi. Et avec toute l'envie que j'avais envie de faire de la bande dessinée, j'ai senti qu'il y avait un truc chelou là-dessous. Je me disais, mais c'est pas possible qu'on peut pas payer les gens à ce prix-là, c'est de l'arnaque, quoi. Donc j'ai refusé. Ça m'a déchiré le cœur, mais 6 mois plus tard, Siro m'appelait et il me disait que de toute façon, les éditions Lug avaient décidé d'arrêter Photonique. Donc de toute façon, j'avais plutôt bien fait de ne pas tomber dans ce piège. Et ensuite, eh ben, il a fallu attendre encore 5 ans avant de pouvoir signer Le Pouvoir des Innocents, quoi. Et du coup, maintenant, Est-ce que j'ai répondu à la... Est-ce oui, que j'ai répondu à la question d'Ingrid, surtout? Oui, c'était... Attends, tu répondais à... Ah oui. Elle répond oui. d'accord, super. Mais du coup, maintenant, t'as repris Photonique, en quelque sorte, dans Luminary, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. En fait, là, on est à 2 tomes d'une série qui s'appelle Luminary. Je suis en train de travailler sur le troisième tome. Et en fait, c'est un gros hommage à Photonique avec l'accord de Siro Total. L'idée au départ, c'était de faire un reboot de Photonique sous le nom de Photonique. Mais on n'a pas pu obtenir le nom. Donc Siro nous a donné son accord pour créer un personnage avec un nom différent, mais voilà, qui, pour les gens qui connaissent bien, rappelle étonnamment Photonique. Eh ben, Petit rêve concrétisé. voilà, c'est un peu la boucle qui se boucle. Voilà, exactement. Mais je suis un peu un acharné, moi, dans Ouais, mes. ouais, je vois ça. Je veux dire, je suis un homme assez constant. C'est pour ça que je disais que j'étais le mec qui essayait de pas trop changer, parce qu'effectivement, avec les années, bah, j'ai de plus en plus d'opportunités pour réaliser mes rêves, quoi. Donc, il faut pas trop changer ses rêves. Il faut attendre juste le bon moment pour les réaliser. Ouais, il faut être patient, quoi. Ouais, Faut c'est prendre ça, tu as les bien occasions au résumé. bon moment. Ah, On exactement. va faire une dernière question parce que ça fait déjà 1h20 qu'on parle. Ouais, ouais, Euh, je m'écouterai pendant des heures. Non, je plaisante. Mais tout le monde t'écouterait pendant des heures. Mana qui te demande quel bac t'as fait.
Je fais un bac philo-mathématiques. Bac A1. C'est Ça va pas ensemble. l'équivalent de... Ouais, ça n'existe pas. Bah C'est un maintenant bac si, qui a parce dû qu'il y a plus exister. les filières, il y a les SP, du coup on peut faire ce mélange-là. Ouais, ouais. Non, non, mais c'était un bac bâtard comme ça c'est pour les gens littéraires qui ont peur de pas avoir le niveau en maths. Ils avaient créé un bac spécial pour eux, quoi, avec beaucoup plus de maths que si tu étais juste en littéraire. Et puis moi, j'étais pas très très doué en langue, donc ça m'arrangeait. Mais Ah j'étais oui. pas très doué en maths non plus. Fallait faire un choix. Moi, de toute façon, à part le français, j'étais pas très très bon. Enfin, si, j'étais doué en français et en histoire, voilà, essentiellement. C'est pour ça que t'as fait quelques BD un peu historiques, on va dire. Bon, c'est parce que j'aime bien l'histoire. J'aime bien l'histoire. Ouais. Ça fait partie de ce que je disais, par exemple, quand je disais que je trouve que là, on comprend un personnage à travers ce qu'il a vécu dans son adolescence. Si tu projettes ça au niveau d'une nation, c'est intéressant de connaître l'histoire des nations, Ah oui. savoir ce qui s'est passé avant, quoi. Parce que souvent, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est une émanation de ce qui se passe depuis 300, 400, 500, 600 ans, quoi. Oui, c'est pas pour rien que les choses sont comme ça aujourd'hui. Il faut replacer les choses dans leur contexte, quoi. Avec Voilà, ce qui s'est passé exactement. avant. Ouais. Euh... Ah, mais il y a encore plein de questions là. J'aimerais bien finir en fait. Oh, tu La vidéo elle va t'ennuies? être trop longue là. C'est pas grave, hein. Non, mais il y a quand Parler même aux une gens question sans la vidéo. que Ingrid a posée et que je trouve vachement intéressante parce que je sais qu'il y a eu une période dans ta carrière qui a été assez compliquée. Et du coup, cette question va bien avec cette période-là. Elle te demande quand vous êtes stressé par le travail ou que vous n'avez plus l'envie, que faites-vous? Euh, des fois, j'attends juste que ça passe, puis des fois, ça passe pas. Alors, une fois, ça n'a pas passé du tout. J'ai, l'envie avait disparu et a été remplacé par des crises d'angoisse, en fait. Et puis, au final, j'ai fait une espèce de dépression qui a duré 2 ans où j'ai vraiment travaillé de façon au compte-goutte, quoi. La seule chose qui me motivait, c'était l'idée que je devais finir mes séries et que ensuite je voulais ouvrir une librairie avec la maman de Nemo. Euh, mais en fait, au fur et à mesure du temps, j'écrivais de mieux en mieux, de plus en plus, et j'ai même fini par écrire mieux que ce que j'écrivais avant ma dépression. Donc à partir de là, je me suis dit, bon, je vais peut-être continuer d'écrire alors. Et voilà, c'était il y a 10 ans, et là, pour l'instant, il n'est pas question d'arrêter. C'était il y a C'était 10 ans. le moment, c'était le moment émotion. Ah oui, il y a 10 ans, Ouais, c'était il y j'avais a 10 9 ans. ans, moi. Ah bah oui, ça correspond. Et, Je me ouais, disais, mais ouais, c'est pas ça possible que ce correspond. soit il y a 10 ans parce que sinon j'aurais été trop petit et je m'en serais pas rappelé, mais en fait, si. Bah, si, si. Si, si, ça correspond. Ah, putain, je suis vieux en fait. Ouais, 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 le temps passe. Ah là là. Voilà. Ouais, donc, sinon, ouais, si, la meilleure des choses à faire, finalement, c'est soit de faire autre chose, soit d'attendre que ça passe. Là, j'ai une petite période en début d'année, ou fin d'année dernière, j'ai travaillé très intensément justement sur l'adaptation du Pouvoir des Innocents en série télé. Donc j'ai bossé comme un taré pendant 3 mois où j'ai descendu du scénario comme j'avais jamais fait. Et puis après, je me suis senti très très vide. Par contre, là, ça a duré quelques 2, 3 mois. Et 3 mois, quand on n'a plus du tout d'envie, c'est un peu long, quoi. Surtout quand les dessinateurs nous réclament du travail. Bien. Ça y est, tout le monde est parti. Non, il y a plus de Tout le monde monde. qu'au début en plus. Bah du coup, on va finir sur ça. Parce que ça fait 1h24 que ça a commencé, donc je pense qu'on peut s'arrêter là. Comme tu veux. Et bah, merci encore d'avoir accepté cette audience. C'est tout.
Ah, t'appelles ça comme ça? Je sais pas comment l'appeler, c'est pas défini, hein. On va appeler ça une table ronde. Voilà, bah, voilà, c'est pas mal, Merci table d'avoir ronde, accepté ça. cette table ronde du coup, Ouais, avec plaisir. et d'avoir joué le crash test pour les prochains événements du bouquin. Eh ben, Euh, bon courage à vous pour la suite. Merci, Et à tout bientôt. à bientôt. À tout de suite, mon fils. À tout de suite. Bonne soirée tout le monde. Allez, Salut. bisous.